l'émission scientifique de Toxin, Alexandre Funiage d'Aproval. Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue sur Toxin Plus pour un nouvel épisode de votre émission de curiosité scientifique. Aujourd'hui, un gros morceau qui m'intéresse beaucoup avec aldostérone. Bonjour aldostérone. Bonjour Alexandre, merci de m'inviter dans votre émission. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté mon invitation. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui fâche. Nous allons parler de la Lune et notamment de votre dernier livre. On n'a jamais marché sur la Lune. Alors moi qui suis un lecteur, un amateur de Tintin, on voit la référence, on a marché sur la Lune. Alors pourquoi ce livre m'intéresse ? Parce que déjà c'est un pavé dans la mare et parce que là on est dans la synthèse du complotisme, hein. C'est le sujet qui passionne et qui suscite les passions et toutes les accusations. Or pour moi c'est vraiment l'exemple du sujet sur lequel on se fait accuser alors que pourtant eh bien, il y a énormément de choses à dire. C'est-à-dire que le mensonge n'est pas forcément dans le camp qu'on croit. Et surtout, il va nous permettre de mettre en place une méthode critique de la manière dont les choses nous apparaissent. Moi, ce que je voudrais qu'on fasse, aldostérone, parce qu'on avait déjà eu une discussion il y a presque un an, ou un peu plus d'un an, sur Toxin, chez Clémence, à propos de quand vous avez fait paraître votre premier livre sur la Lune, sur Apollo. C'est peut-être qu'on pose la question autrement sur ce sujet de la Lune. C'est qu'est-ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on a marché sur la Lune, plutôt que de vous placer du côté de celui qui doit débunker l'information. Voilà, en fait, c'est une manière très intéressante de poser la question. Et j'ai commencé le second tome, et d'ailleurs le premier aussi, sans parti pris. Moi, je croyais que l'homme avait marché sur la Lune quand j'étais enfant. J'avais même un t-shirt de la NASA et j'admirais cette organisation. Mais au bout d'un moment, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on capte un peu dans l'air du temps, qu'on prend pour vrai. Et moi, j'avais envie d'aller au bout de l'idée. Peut-être que je serais sorti avec une conviction renforcée qu'on a marché sur la Lune. Donc, aujourd'hui, surtout dans le tome 2, je me dis, est-ce qu'on peut prouver qu'on a marché sur la Lune ? Est-ce qu'il y a moyen de le prouver ? Alors, effectivement, les gens, quand on leur parle, ils ont ce qu'on appelle des preuves. Ils disent, l'URSS n'a rien dit. Si l'URSS, qui était l'ennemi juré des États-Unis, avait subodoré une arnaque, bien sûr, elle ne serait pas empêchée, n'est-ce pas, de venir dévoiler le poteau rose. On a aussi des histoires du genre, il y a des miroirs sur la Lune, les scientifiques du monde entier pointent des lasers dessus, et puis ça renvoie un rayon, et puis on a une garantie là. Quand on creuse dans ces histoires, on voit qu'elles ne tiennent pas la route. En fait, il est très difficile, voire même impossible, de démontrer qu'on a marché sur la Lune, scientifiquement parlant. Il ne nous reste que la parole de la NASA et de l'establishment américain de l'époque. C'est eux qui le disent. Voilà, c'est parole contre parole, littéralement. C'est là où on est aujourd'hui. Alors, on va reprendre ce sujet, disons, par le début et par une question de méthode, c'est ce que je disais, et vous en parlez dans votre livre. Parce que, en gros, la méthode de base sur ce type de sujet, ça devrait être quelqu'un affirme quelque chose, c'est à lui de démontrer ce qu'il affirme. Si moi, demain matin, je dis j'ai vu des extraterrestres dans mon jardin, ce qui est un fait extraordinaire, c'est à moi d'en rapporter la preuve. Parce que si je dis je suis allé au marché et j'ai acheté un beefsteak haché, bon, disons que ma parole peut sembler assez crédible, c'est quelque chose qui peut arriver, voilà. C'est pas un fait extraordinaire, j'ai pas besoin de rapporter des preuves énormes de ce que je dis. Si je dis des extraterrestres sont débarqués dans mon jardin, je dois apporter une preuve importante, parce que ça serait quand même un fait intéressant s'il était avéré. Or, aujourd'hui, ce qu'on a comme... non pas comme preuve, mais disons plutôt le ressenti quand on parle de ce sujet. Parce que pour moi, dans ce sujet de la Lune, il y a plusieurs sujets. Il y a la véracité du fait.
est-ce que c'est vrai ou pas que nous sommes allés sur la Lune? Et il y a, disons, la perception psychologique du débat. Qui tout de suite est extrêmement passionné. Il y a des camps qui se créent, des accusations qui se portent, complotistes, anticomplotistes. Vous gobez tout ce que la NASA vous dit et les Américains, ou non, vous êtes débiles, etc. Bref, ou vous croyez à la Terre plate. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a deux sujets qui, pour moi, sont différents dans le même sujet. C'est pour ça que ce sujet est un peu glissant. Et je voudrais peut-être qu'on les distingue, parce qu'il y a cet aspect psychologique. Moi, je l'ai vu quand j'ai préparé cette émission un peu en amont, en parlant à droite, à gauche. On m'a dit, oulala, fais attention à ce que tu fais attention à ce que tu dis. Et puis même quand j'en parle aux générations au-dessus de moi, c'est non, non, mais moi je l'ai vu, ça. Je l'ai vu à la télé, Armstrong marcher sur la Lune, etc. Je fais, oui, c'est vrai, tu l'as vu, mais en fait, qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu quelqu'un à la télé. Mais est-ce que le fait d'avoir une image fait la réalité? Donc en fait, ce sujet, il est extrêmement vaste parce que il pose plein de questions. Enfin, qu'est-ce que la réalité? Comment on l'aperçoit? Comment elle peut être manipulée? Et derrière, c'est ce que je vous disais, c'est cet aspect psychologique. Est-ce que vous pouvez d'abord, Aldostérone, vous en êtes à votre deuxième livre sur le sujet. Alors, vous avez un parti pris, vous allez nous l'expliquer, mais on sent bien qu'au-delà du parti pris que vous prenez, il y a quand même ça dans votre livre, c'est-à-dire ces différents aspects qui Ouais. sont tous entremêlés. C'est en fait l'âme du livre que vous avez très bien résumé. En fait, tout simplement, moi je tiens pas plus que cela à l'histoire Apollo, mais c'est quand même une occasion absolument extraordinaire de démonter notre rapport au réel, notre rapport à l'information, à la propagande d'État, à la propagande des entreprises dans laquelle nous baignons au jour le jour. Donc c'est une occasion très intéressante de discuter de problèmes sociétaux beaucoup plus profonds. Au-delà de est-ce que la NASA a été sur la Lune ou pas, est-ce qu'elle a envoyé des gens? Parce que toute la question, déjà, je ne crois pas que la Terre soit plate. J'ai étudié l'aviation et en fait, tout simplement, quand on étudie l'aviation, le premier cours de navigation parle de la Terre sous forme d'une sphère. Et si la Terre n'est pas une sphère, eh bien tout ce qu'on sait sur les instruments de navigation ne marche pas. Tout ça est caduque, on ne peut pas naviguer. Si on avait une Terre qui était plate, il aurait fallu développer des instruments complètement différents pour pouvoir naviguer. Donc ça, juste pour dire, je ne suis pas non plus complotiste. À la rigueur, je me réclame d'un certain scepticisme dans la tradition de l'ancienne Grèce. Je suis sceptique et en plus, moi malheureusement, je viens d'une génération où on a vu beaucoup de choses. On a connu les armes de destruction massive de Saddam, on n'a jamais retrouvé. Je suis de la génération qui a vu l'11 septembre et les diverses versions et les manquements du rapport et tout ça, du rapport d'enquête et tout. Donc, je viens d'une génération qui a vu beaucoup de choses, beaucoup de scandales. Et même récemment, le scandale des Dieselgate. Donc, on baigne dedans le mensonge. Alors, Pourquoi? Aldostérone, si vous permettez, je vais réagir à un premier truc que vous nous dites. Vous dites, je ne suis pas complotiste, et vous nous parlez de l'Irak après. Or, moi, ce qui m'a conduit à m'intéresser à ce sujet de la Lune et de la question Apollo, encore une fois, je mets de côté ma conviction profonde sur les faits, mais sur le fait de est-ce qu'on a le droit de se poser cette question, c'est notamment ce qui a conduit à l'invasion de l'Irak par les États-Unis. On se rappelle tous de, comment s'appelle-t-il, Powell, si mes souvenirs sont bons, avec sa petite flasque là, à l'ONU en disant Saddam a des armes de destruction massive et c'est pour ça qu'on doit y aller. C'est avéré que c'est un mensonge d'État. Donc, les États-Unis ont menti sciemment pour justifier une politique catastrophique de guerre qui a causé des dizaines, des centaines de milliers de morts. Donc on a là un État, et c'est pas la première fois dans son histoire qu'il utilise le mensonge pour mener à bien ses propres politiques, qui utilise le mensonge pour agir dans le monde réel, y compris par la force. Donc c'est quand même quelque chose qui nous conduit à penser que, oui,
ces gens-là peuvent comploter, ces gens-là peuvent mentir et nous manipuler pour arriver à leur fin. Donc, est-ce qu'on doit les croire voilà, sur parole? Manifestement, non. Exactement, c'est ça. Moi, je suis arrivé au point. Bien sûr, il y a eu l'histoire de l'Irak, il y a eu l'histoire du golfe du Tonkin, l'incident du golfe du Tonkin, qui s'est avéré aujourd'hui. On sait qu'il ne s'est pas passé exactement comme ça a été dit. Il y a eu l'affaire Powell et plein d'autres affaires qui se sont succédées, qui nous montrent que ces gens n'ont strictement aucune relation avec la réalité, qu'ils mentent. Le mensonge pour eux est une manière normale pour expédier les affaires courantes. Donc, il y a rien de finalement, il y a rien d'anormal à questionner tout ce qui vient d'eux, que ce soit les narratifs d'aujourd'hui, mais aussi les narratifs d'hier. Moi, ils me disent, on a marché sur la Lune. Bon, ben, je demande qu'à croire. Montrez-moi vos preuves, je regarde. Mais c'est devenu aujourd'hui une administration, des administrations américaines, les agences à 3 lettres ou à 4 lettres. Moi, je ne les crois plus sur parole. Moi, je demande la preuve. Mais même si demain, elles nous sortent quelque chose de nouveau, peu importe ce que c'est, moi, je suis un esprit libre, je suis mu par la méthode scientifique, et à affirmation extraordinaire, je veux une preuve extraordinaire, comme le dit très bien le principe de Sagan. Voilà, celui qui dit quelque chose doit l'approuver. Et si ce n'est pas approuvé, bon, ben, moi, je la laisse entre parenthèses, c'est tout. Donc, j'en reviens à ma question initiale. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait nous permettre d'affirmer, ou en tout cas pour ceux qui l'affirment, que les Américains, à la fin des années 60 et au début des années 70, ont marché sur la Lune? Parce que c'est ça, hein, le sujet de votre livre. Ouais. C'est pas de dire l'homme n'a jamais envoyé de matériel sur la Lune. Ça, personne, je crois, ne le conteste. On sait envoyer des fusées, des rovers, des caméras, prendre des images, des satellites. Ça, il n'y a pas tellement de problème. Le vrai problème, le vrai défi, c'est d'envoyer des hommes et de les ramener. Bien sûr, c'est ça le cœur de la question. En fait, effectivement, personne ne remet en cause le fait qu'on puisse envoyer des rovers, même sur la planète Mars d'ailleurs. À l'époque, l'URSS avait envoyé des rovers sur la Lune, Lunarod. D'ailleurs, il y en a même un qui a été vendu chez Sotheby's. Quelqu'un a eu l'idée de le vendre aux enchères et quelqu'un l'a acheté. Bon, la livraison n'est pas incluse, il faut aller le chercher. Mais pour dire, oui, on envoie des sondes, des objets de toutes sortes partout dans la galaxie, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que des humains partent les installer en présentiel, qu'il y ait des préposés qui les prennent sous le bras et qui y vont, qui les déploient et qui reviennent. C'est là où on a notre problème. Notre problème commence là. Donc, si je prends le programme Apollo, une bonne partie du programme Apollo, finalement, correspond aux connaissances techniques que nous avons de l'espace. Il n'y a aucun souci. Quand ils disent on a envoyé des sondes ou on a envoyé des objets ou tout, il n'y a pas de souci. C'est quand ils commencent à nous sortir que oui, on a envoyé des humains marcher sur la Lune et qu'après on leur dit bon, d'accord, elles sont où les bandes originales? Les bandes originales, la télémétrie, les vidéos, les enregistrements cardiaques, les enregistrements de pression artérielle, parce que il y avait un flux descendant de données qui venaient de l'espace durant tout ce temps. Et bien ils disent bon ben on a mis ça aux archives nationales et puis après on les a sortis des archives nationales et on les a détruites. Il faut savoir que tous les enregistrements originaux d'Apollo ont été détruits par la NASA. De sorte que, encore une fois, aujourd'hui, peut-être avec l'IA, avec le big data, avec toute l'informatique avancée, on aurait pu mettre tout ça dans des systèmes et traiter cela. Soit découvrir que c'est faux, soit découvrir que c'est vrai, et en extraire tous les enseignements que ça peut comporter. Sauf que, ben, ils ont tout détruit, les gars. On n'a rien. On a que leur parole. Aldostérone, pour les auditeurs de Toxin, je vous invite à aller. On a énormément notamment de vidéos d'ingénieurs, de responsables de la NASA actuelle qui parlent de tout ça parce qu'on sait que là, il y a un projet actuel depuis de nombreuses années, c'est le projet Artemis, me semble-t-il, de retourner sur la Lune. Le problème, c'est qu'ils répondent à la question, mais en fait, pourquoi on ne reprend pas les techniques, les technologies des années 60-70? Et ils répondent tout simplement parce qu'on l'a perdu. Soit qu'on ne sait plus faire la même chose, soit qu'on n'a plus les plans, etc., etc. Mais vraiment, ça, vous pouvez les consulter en ligne. Ce que dit la NASA aujourd'hui, c'est en fait, on n'a plus cette technologie. Alors, soit il l'explique par le fait que on a une technique qui est supérieure et donc on ne sait plus lire les anciens
les anciens documents, soit on les a égarés ou on les a détruits par erreur. On n'a plus, par exemple, les plans du LEM, on ne les a plus. Le On LEM, n'a plus rien. pour mémoire, c'est le Oui. module d'atterrissage sur la Lune. Donc ça, c'est des explications qui sont données aujourd'hui par la NASA pour dire bah, on a perdu les éléments techniques. Oui, d'ailleurs, même le moteur F1 de la fusée Saturne, on n'a plus jamais fabriqué un moteur aussi puissant. On n'a jamais réussi à fabriquer un moteur comme celui-ci. D'ailleurs, même dans les années 90 et 2000, la NASA achetait ses moteurs de fusée à la Russie. C'est assez récemment qu'ils ont arrêté de le faire, vu les tensions géostratégiques entre ces deux pays. Mais en fait, énormément de choses ne tiennent pas du tout la route. Alors oui, ils nous disent on a perdu la technologie. Bon, moi je suis de ceux qui disent ils n'ont jamais eu la technologie. La technologie ne se perd pas. La technologie n'avance que dans une seule direction. Si dans les années 60, avec vos moyens de l'époque, vous pouviez aller sur la Lune, et je rappelle une chose très importante pour les auditeurs, c'est pas que exceptionnellement, on a réussi, puis on a eu un coup de chance, et on a réussi à aller sur la Lune et on est revenu. Non. Entre Apollo 11 et Apollo 12, il y a moins de 4 mois. Les gars, tous les 3 mois, ils y allaient sur la Lune. Les Américains, ils zappaient quand on leur disait que leurs concitoyens étaient sur la Lune. Pour eux, c'est normal. Bon, sur la Lune, bon, on change de chaîne, on va regarder autre chose. C'était tellement ennuyeux. Ça devenait une banalité. Donc la technologie n'était pas juste maîtrisée, mais c'était une technologie qui était devenue banale. Et là, nous dire 60 ans plus tard que on n'arrive même pas à envoyer quelqu'un faire une orbite autour de la Lune, c'est vrai que, voilà, moi je suis même pas conspirationniste en réalité. Alexandre, moi je suis de ceux qui croient que les choses sont ce qu'elles ont l'air d'être. Les choses sont ce qu'elles ont l'air d'être. Voilà, la technologie n'a jamais existé, et puis c'est point. C'est celui qui commence à inventer des explications abracadabrantes et tout qui est conspirationniste. Moi je suis un gars simple. Oui, mais alors le fait est, parce que donc on a cette double question. Qu'est-ce qui permet de dire qu'on a vraiment marché sur la Lune? Et si, ce qui est votre thèse, on n'a pas, enfin les Américains, la NASA n'a vraiment pas envoyé d'hommes sur la Lune, on est forcément dans une situation d'accusé de complot, donc de complotisme. C'est-à-dire, vous nous avez menti sciemment. Parce qu'il y a quand même une affirmation qu'on ne peut pas nier. Enfin, les Américains disent nous y sommes allés, nous avons marché, nous sommes revenus avec des cailloux et on l'a fait un certain nombre de fois. La preuve en est, on a un certain nombre d'images à vous montrer. Donc, en fait, c'est là où, comment dire, où le bas blesse, c'est qu'on est forcé d'être dans un camp ou dans un autre, soit dans le camp de ceux qui disent bah les Américains ont bien fait ce qu'ils ont dit, soit de dire ils mentent, et dans ce cas, on est forcément complotiste. On les accuse de cacher quelque chose. On est bien d'accord avec ça. Non, non, on n'est pas d'accord, parce que ça c'est la sémantique que eux ils aiment bien utiliser, c'est de l'étiquette, ça. Parce que ça a été, je crois que le complotisme, il paraît, je suis pas sûr, j'ai pas la preuve, il paraît que le mot complotisme a été inventé par la CIA à l'époque, dans les années 60, pour désigner les gens qui remettaient en cause la version officielle de l'assassinat de Kennedy. Donc Oui, c'est une absolument. sorte d'étiquette infamante. Quand on n'arrive pas à répondre à quelqu'un argument contre argument, on lui met une étiquette infamante. On dit ah mais lui, mais c'est un conspirationniste. Mais moi, je ne suis pas du tout conspirationniste. J'utilise d'ailleurs aucune source conspirationniste. J'utilise les sources officielles, moi. Moi, je suis un homme, je suis père de famille, je suis un gars sérieux. Je vais sur le site de la NASA, je télécharge le rapport et je donne d'ailleurs dans le livre. Le premier livre, on m'a accusé de ne pas avoir donné assez. Alors, ce que j'ai fait dans le deuxième tome, je donne systématiquement mes sources et c'est des sources de premier plan. Des rapports scientifiques revus par des pairs, des rapports venant de la NASA, venant de Rockwell Collins, de gens très sérieux. Voilà. Il n'y a rien d'abracadabrant dans ce que je dis. Moi, je dis que bon, bah, j'ai regardé, j'ai étudié leur version officielle. Je suis désolé, elle ne tient pas la route. C'est tout. Mais d'où ma question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui permet de dire à ceux qui l'affirment que des hommes précis, Armstrong et d'autres, ont bien marché sur la Lune? Quels sont les éléments de preuve qu'ils amènent au soutien de cette affirmation? Bah, ils Et disent, éventuellement, comment est-ce qu'on peut les remettre en cause? oui, ils disent par exemple, on a ramené des pierres. La NASA est partie, on a ramené des pierres lunaires. Voilà, on a des pierres en grande quantité, à plus de 300 kilos, qui ont été ramenées par la NASA. Donc, effectivement, voilà, ça ne s'invente pas, ça.
Maintenant, on a aujourd'hui des sondes qui sont capables d'aller et de revenir sur la Lune, qui cherchent des échantillons, mais c'est plutôt en centaines de grammes, voire moins de 100 grammes. Eux, ils ont 300 kilos, ils n'ont jamais été limités en poids à la NASA. Alors, le problème, c'est que ça a été analysé, j'ai analysé ça dans mes 2 livres, dans le premier, mais aussi plus en profondeur dans le second, et quand on regarde cet élément de preuve, il ne tient pas la route. Parce que, par exemple, la NASA prétend qu'elle n'a pas su protéger les échantillons lunaires, de sorte qu'ils ont été contaminés par l'humidité terrestre. Donc ils disent oui, on est désolé, ils sont contaminés. Plusieurs pierres qui ont été analysées, par exemple la Big Bertha, qui est le plus gros échantillon qu'ils ont ramené, soi-disant de la Lune, a été analysé il y a quelques années par une université australienne. On a dit ah, mais on dirait qu'il a été formé sur Terre. C'est une pierre terrestre. Alors après, on a sorti une explication en disant ah oui, c'est probablement une météorite terrestre qui est tombée sur la Lune et qui a été ramenée après par quelqu'un. Je vais dire, moi je trouve que ma thèse est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus simple, plus acceptable. On l'a ramassé sur Terre, ils l'ont mis une étiquette dessus, ils ont dit ça vient de la Lune, et puis un jour on a analysé ça avec les méthodes d'aujourd'hui, puis on s'est dit bon, ça a été formé sur Terre. Voilà, c'est beaucoup plus simple. D'autant qu'il y a un fait qui est incontestable, c'est cette pierre de ce fameux musée de Copenhague ou d'Amsterdam, je ne sais plus. Ouais. Qui a été analysé par les assureurs et qui ont dit en fait c'est pas un minerai, c'est du bois pétrifié. Donc on sait que en fait c'est tout le problème dans ce dossier, c'est que sur l'histoire des pierres, on sait qu'il y en a au moins une qui manifestement vient de la Terre et qui a été donnée comme ça en disant bon ça vient de la Lune, en fait ça vient de la Terre. Le problème c'est que évidemment ça veut pas dire que toutes les pierres qui viennent de la Lune, soi-disant, viennent de la Terre, mais ça jette plus qu'un doute sur la réalité de la chose. C'est-à-dire quand vous dites, on a distribué des pierres à droite à gauche, et qu'en fait, il y en a au moins une qui est fausse, on se dit, vous avez menti une fois, vous avez peut-être menti sur toutes les autres pierres. Donc, et même si cette preuve-là tombe. Donc, on a cette histoire de pierre, mais on peut dire que cette preuve-là tombe. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément concret ? Il y a les photos. Il y a les photos, mais les photos, c'est pareil. On arrive à prouver clairement sur beaucoup de photos qu'elles sont fausses. Donc, une fois qu'on arrive à prouver qu'elles sont fausses, bien sûr, ils ont tellement de photos, on n'arrivera jamais à prouver qu'elles sont toutes fausses. Mais c'est comme les pierres. Les photos, c'est de ma vision, c'est toutes des contrefaçons. Certaines sont meilleures que d'autres. Certaines, elles ont été faites en studio pour toutes. Sur certaines, on arrive à voir des artefacts de trafic. Sur d'autres, pas. Mais le fait qu'on arrive à démontrer que certaines sont fausses, eh bien, clairement, ça jette le doute et le discrédit sur toutes les autres. Voilà. Mais de toute façon, me semble-t-il, sur les photographies et les films, on n'a plus les originaux. On n'a pas les pellicules originales. On n'a plus les pellicules originales de toute manière. Donc, parce que la NASA répond toujours de la même manière. Ça a été détruit, ça a été égaré, on ne sait pas où ça se trouve. Donc, ils réalisent cela, mais les originaux n'existent plus. Donc, forcément, alors, récemment, ils ont gardé certains originaux parce qu'ils ont remasterisé une époque. Ils ont rediffusé des photos en haute résolution. Ils n'ont pas tout détruit, mais la plus grande partie, en réalité, de la documentation Apollo a été détruite. Il y a un argument que je trouve intéressant pour la thèse de on a marché sur la Lune, c'est mais de toute façon, il y a des sites, il y a des résidus de ces missions, on peut les voir. D'ailleurs, il y a d'autres nations qui ont envoyé des sondes et autres missions qui elles-mêmes ont pu constater l'existence de ces restes de missions. Donc ça, on le constate bien qu'il y a des choses sur la Lune. C'est quand même un fait tangible, ça, pour le coup, que personne ne peut remettre en cause. Absolument, personne ne le remet en cause. Mais il faut savoir une chose, qu'il y a dans le livre, le second, j'explique cette idée de ce qu'on appelle les lemmes musicaux. Les lemmes musicaux, c'est quoi ? C'est que quand on regarde Apollo, on constate qu'ils ont placé à chaque fois le lemme pour la mission suivante. Ça signifie à chaque fois ils partent. Quand Apollo 11 prétend décoller... Les lemmes musicaux, vous voulez parler, c'est comme les chaises musicales, c'est ça ? Comme les chaises musicales.
Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on place un LEM qui servira de relais de communication, et après, on lance la mission qui va rester en orbite basse de la Terre, et après, on est sûr d'avoir un LEM, ça permet de donner l'impression que les communications viennent de la Lune. La 11 place un LEM pour la 12. La 12, il y a un problème. Si on regarde sur YouTube le décollage de Apollo 12, il a été frappé par la foudre. Lorsque la fusée décolle, elle traverse le nuage, elle est flashée à plusieurs reprises. Il y a énormément de systèmes qui tombent en panne. On a eu l'impression à un moment donné qu'elle allait s'écraser. Et en fait, c'est une fusée qui ne réussit pas à placer un LEM sur la Lune pour la mission Apollo 13. Et qu'est-ce qui se passe avec Apollo 13? Eh bien, officiellement, on n'arrive jamais à la Lune. Il y a cette histoire de Houston, on a un problème. Et puis, il crée un problème de toutes pièces pour expliquer qu'ils n'ont jamais été sur la Lune avec la 13. Donc ça, c'est un scénario qu'on peut tout à fait expliquer, mais encore une fois, c'est du matériel qui a été posé sur la Lune, comme par exemple les fameux panneaux réflecteurs, hein, ces miroirs qui ont été placés sur la Lune, qui sont aussi utilisés d'ailleurs comme éléments de preuve par beaucoup, alors qu'ils n'en sont pas. Ces panneaux réflecteurs sont une véritable imposture, comme le reste d'ailleurs. Alors, la question qui se pose, parce que, encore une fois, il y a des affirmations, donc, mais pour moi, le point central, c'est quand même ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire cette question de l'image. Après tout, on l'a bien vu. Je l'ai vu à la télé, on a bien vu ces images, et pour moi, c'est ce point-là que je voudrais aborder avec vous. C'est-à-dire que, certes, vous l'avez vu, c'est de toute bonne foi, etc. Des millions de gens, peut-être des milliards, je ne sais pas, ont vu ces images en direct ou quasi direct. Mais c'est pas parce qu'on a vu une image que c'est bien le réel qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est une image, c'est une apparition. On va pas parler de la société du spectacle de Guy Debord, mais c'est un peu de ça dont il parle. C'est-à-dire que le spectaculaire, pardon, l'image, prend la place du réel. Et c'est celui qui a le pouvoir d'émettre les images qui va donner son statut au réel. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse, moi, au-delà même de la véracité ou pas de la mission, c'est que ce qui donne l'apparence de la vérité, c'est précisément l'apparence. C'est l'image qui donne le cachet de la véracité et pas la réalité de la chose elle-même. Oui, absolument. Il suffit de créer l'image de la chose. Et nous vivons dans une société d'image, nous vivons dans une société de spectacle. D'ailleurs, nous sommes devenus les co-créateurs de spectacles aujourd'hui, avec les médias sociaux. Donc, c'est clair que voir, par exemple, si on va témoigner devant un tribunal dans une affaire en disant j'ai été témoin parce que je l'ai vu à la télé, le témoignage n'est pas recevable. Donc, n'est pas témoin celui qui a vu à la télé. Donc, effectivement, des millions de gens ou des milliards de gens ont vu, mais ils ont vu des images qu'on a bien voulu leur montrer, des images qui d'ailleurs étaient de très très mauvaise qualité. On a de meilleures images du départ du Titanic en 1912. Donc les images ont été dégradées exprès par des techniques complètement artificielles. Par exemple, Apollo 11, au lieu de fournir le flux de vidéos, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un écran et on a mis une caméra qui le filmait. Et ce qu'on a, c'est une caméra qui filme un écran noir et blanc. On nous a dit, oui, mais il n'y avait pas la technologie pour faire mieux, hein, pour transférer le flux. Alors, vous n'avez pas la technologie pour transférer un flux vidéo, moi je veux bien, mais vous avez la technologie pour aller sur la Lune tous les 3 mois. C'est ça un petit peu là où le bas blesse, comme on dit. D'accord? Donc il y a de gros problèmes. Mais c'est vrai que c'est du spectacle. Les Américains maîtrisent, ils ont l'art du spectacle, là où les Soviétiques étaient moins bons là-dessus. Les Soviétiques ont perdu. D'ailleurs, la course à la Lune, c'était une course existentielle entre l'URSS et les Américains. La Russie ou l'URSS a perdu, l'URSS a cessé d'exister. Très simple. C'était psychologiquement, les gens ne réalisent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est blasé. Sincèrement, Alexandre, aujourd'hui, vous ramenez dans un amphi à Paris, à une université parisienne, vous ramenez un astronaute, vous remplissez pas l'amphi, franchement. Mais à l'époque, c'était quelque chose. À l'époque, c'était très couru. Les spectacles, il n'y avait pas l'Internet comme aujourd'hui, il n'y avait pas les distractions, tout ça. On s'amusait de peu. Donc, honnêtement, une fusée qui décollait, toute l'humanité était dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut dire que, alors, prenons un petit moment sur cet aspect spectaculaire, parce que vraiment c'est intéressant, parce que c'est vrai quand on voit
ces fusées qui décollent avec le compte à rebours, mais même le compte à rebours, me semble-t-il, est un élément de spectacle. C'était pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui a été implanté un peu en termes de marketing pour faire monter la tension, non? Oui, tout autour était fait, toutes ces images, ces salles, ces plans de caméra, tout était fait pour créer cette ambiance. Ils sont très forts. J'admire les créateurs de ce mensonge parce que ils ont bien travaillé. Bon, quand on gratte à la surface, on trouve, on trouve ce qu'ils ont laissé parce qu'on peut pas ne pas aller sur la Lune et prouver qu'on a été. C'est pas possible. Mais je trouve ils ont fait du bon boulot par rapport à d'autres mensonges, comme par exemple le mensonge irakien, où là, on avait affaire à des amateurs. Mais ils étaient bons, les gars. Vraiment, j'ai eu des fois des moments d'admiration pour eux en analysant le. C'est un peu comme l'inspecteur Colombo qui, des fois, se prend d'amitié pour le criminel qu'il poursuit parce qu'il se dit il est bon, le gars, il est bon, mais bon, il est pas parfait. Et d'ailleurs, à ce titre, alors on sait que le père du programme Apollo et donc de toute cette exploration après la guerre, c'est un Allemand, hein, Werner von Braun, qui a été récupéré dans les petits papiers Ouais. de l'opération Paperclip par les Américains après la libération. Donc c'est celui qui travaillait en Allemagne nazie, hein, faut-il le préciser, Ouais. sur les programmes V1, V2 et qui ensuite a été débauché par les Américains et qui a fait donc tout le programme Apollo. Mais avec qui travaillait-il notamment sur ce programme? Avec un certain Disney. Oui, il travaille avec Disney et il travaille aussi avec avec une tripotée de nazis qui avaient été ramenés. Werner von Braun n'était pas un nazi par association, juste parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Non, c'était un SS, il était bien gradé. Même les nazis de tous les jours avaient peur des SS, donc des gens comme von Braun. Von Braun, s'il n'était pas mort dans les années 70, il aurait pu finir en prison aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que Paperclip, c'était une sorte de pacte avec le diable. On disait à ces savants nazis, vous venez, vous nous aidez, puis on efface, on fait table rase du passé. Mais en fait, on leur a menti. Parce que, comme d'habitude, ce qu'ont fait les Américains plus tard, c'est qu'ils ont commencé à investiguer ces gens, et puis on a fait semblant de découvrir que, ah ben, ils ont commis des crimes graves, il va falloir les poursuivre. Et donc, c'était pour les faire vivre dans l'insécurité constante. Il fallait qu'ils servent l'oncle Sam, sinon leur vie pouvait se terminer, pouvait basculer assez rapidement. Et voilà, il y a eu dans les années 50 ces gens qui ont participé à la propagande liée à ce qu'on appelait l'atome, l'ère de l'atome. Plus personne ne parle de ça aujourd'hui. Mais à l'époque, on avait beaucoup peur de l'ère de l'atome parce que le monde était rentré avec des explosions nucléaires. Au Japon avait découvert la bombe atomique. Et après, on a passé toutes les années 50 et 60 à paniquer en se disant que on va mourir un jour par une explosion atomique. Et donc, Werner von Braun et d'autres autour de lui avaient joué un rôle dans la communication vers les Américains de ce que c'était l'atome et que l'atome pouvait apporter la paix, la prospérité, l'énergie, tout ça. Et plus tard, dans les années 60, on va rentrer comment il s'appelle, Kennedy, on va rentrer de plein pied dans l'histoire de la Lune. D'ailleurs, c'est la course à l'espace qui a permis à Kennedy de revenir au pouvoir. Pas de revenir, de venir au pouvoir. Il n'aurait jamais, je l'explique très bien dans le livre, il serait jamais venu au pouvoir. Les démocrates ne seraient pas revenus au pouvoir s'il n'y avait pas l'histoire de Sputnik, de l'URSS qui lance un satellite. Et après, c'est parti complètement dans une hystérie complète aux États-Unis, qui a été créée par les médias, d'ailleurs, cette hystérie-là, en laissant penser les Américains que les Russes auraient pu envoyer une bombe atomique dans l'espace et après la faire tomber quand ils veulent, où ils veulent. Bah, la technologie d'une fusée, c'est ça. C'est un gros missile. On l'a dit, Werner von Braun, c'est le patron du programme V1, V2 en Allemagne. Donc, ils vont être capables, les Américains, en face des Russes, d'avoir des missiles à très longue portée. Et les Russes, avec Sputnik et autres, démontrent leur capacité également à avoir des missiles à très longue portée. Donc, ils vont pouvoir toucher le territoire adverse, éventuellement avec des têtes nucléaires, mais également placer des ogives en orbite, autour de la Terre pour soit contrôler, pour
voire pour attaquer directement l'adversaire depuis l'orbite terrestre. Donc c'est pas du tout idiot, enfin ça me semble même tout à fait nécessaire d'aller dans ces domaines-là d'un point de vue stratégique et d'un point de vue militaire. Et le programme de développement de fusées, de satellites, etc., semble absolument nécessaire. Ce qui est peu compréhensible, c'est l'objectif lunaire en réalité dans ce cadre-là. Oui, c'est-à-dire que effectivement, gagner la course à l'espace était très important pour placer des satellites. Aujourd'hui, on sait que les États-Unis ont 200 satellites espions, à ce qu'on sait. Hein, si ça se trouve, le chiffre réel est le double. Donc, c'est vrai que la suprématie spatiale est très importante. Et les Russes et les Américains, tellement le programme spatial est compliqué, l'exploration spatiale, qu'ils ont fini par collaborer pour créer, par exemple, la station spatiale internationale, qui est entre les Américains et les Russes. Donc, mais l'histoire lunaire apparaît comme une anomalie là-dedans, parce que c'est un projet politique qui avait été lancé à la hâte par Kennedy. Kennedy, il va le lancer à une époque où les Américains n'ont aucun savoir-faire spatial. Les Russes, oui, avaient du savoir-faire spatial à cette époque, mais les Américains n'avaient rien lancé, n'avaient pas lancé d'humain, en fait. Ils n'avaient pas lancé d'humain dans l'espace au moment où Kennedy parle. Donc, il parle de choses qu'il ne sait pas. Il parle de la Lune parce que, tout simplement, Von Braun lui a dit que c'était simple, lui a dit que d'ici les années 70, on allait installer des bases sur la Lune et qu'on irait dans l'espace facilement et que dans l'an 2000, on aurait des soucoupes volantes pour aller au bureau et tout ça. Donc, ils avaient cette vision extrêmement positive du futur. Là où la vision de l'immédiat était très pessimiste à l'époque. Dans l'immédiat, ils avaient peur. Ils vivaient sous la peur, la psychose de voir des bombes atomiques pleuvoir et tout ça. Mais pour le futur, ils voyaient un monde idyllique que nous n'avons pas atteint jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Donc, Kennedy les a laissés avec un mensonge. Beaucoup de dépenses. Et puis, à un moment donné, il ne pouvait pas perdre, il ne pouvait pas se permettre de perdre. Donc, on arrive en 1969, et puis là, on y va, on sort le grand show, et puis celui qui nous accuse de mentir, on le traitera de conspirationniste. Aussi simple que ça, en fait. Hein. Mais parce que restons sur cet aspect show, parce que vrai ou pas, c'est un show. De toute façon, c'est mis en scène. Dès le départ, c'est cette ambition monstrueuse, quasiment folle, d'aller sur la Lune, alors que enfin, c'est ce que vous venez de dire, et ça, c'est parfaitement retraçable. Les seuls qui y sont allés, ce sont les soviétiques en orbite basse. Donc on n'est pas du tout, on est à quelques centaines de kilomètres au maximum de la surface terrestre, alors que la Lune c'est 300 000 kilomètres si je ne m'abuse. Donc on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Et en plus il faut affronter le vide spatial, il faut affronter les ceintures de Van Allen qu'on ne connaît pas bien encore. Et c'est ça qui va poser problème d'ailleurs dans la théorie. D'ailleurs même la NASA aujourd'hui nous dit l'un des vrais défis pour aller sur la Lune aujourd'hui avec des hommes, c'est ces fameuses ceintures, parce qu'il faut des boucliers très très performants sur les capsules. Et aujourd'hui, ce qu'on sait faire comme bouclier, c'est très épais, c'est du métal très épais, ou je ne sais pas s'ils veulent mettre du plomb ou autre, mais c'est très lourd. Or, c'est très compliqué d'envoyer des masses importantes dans l'espace. Donc rien que ça c'est problématique. Oui, rien que ça, c'est problématique. À plus d'un titre, c'est que effectivement, l'espace n'est pas du vide. L'espace, c'est un endroit plein de rayonnements cosmiques en toutes sortes. Donc, si littéralement, c'est comme aller au cœur de la centrale de Tchernobyl. C'est beaucoup, beaucoup de rayonnement qui est pulsé de partout. Dans une partie, on sait même pas d'où il vient vraiment. Et c'est pas quelque chose qu'on peut simuler sur Terre, parce que les particules qu'on trouve dans l'espace ont tellement d'énergie que même avec l'accéléromètre du CERN, on n'arrive pas à simuler le cocktail de particules qu'on reçoit dans l'espace, leur intensité, leur énergie. Donc, comment peut-on fabriquer un revêtement si on n'arrive même pas sur Terre à simuler à quoi on s'expose? Donc, c'est vrai que c'est ça le gros problème. Et les ceintures de Von Allen, oui, on savait qu'elles existaient à l'époque, mais c'est seulement bien dans les années 2000, bien vers 2014-2015, qu'on a commencé à mieux les comprendre. Par des sondes qu'on a envoyées et tout. On a même trouvé qu'il n'y avait pas deux ceintures, mais il y en avait trois. Donc, la NASA, en mentant à l'époque, en ignorant un petit peu le danger de ces ceintures, elle ne pensait pas mentir si gros que ça, parce qu'elle ne connaissait pas vraiment le danger. On avait découvert la zone de radiation, mais on ne savait pas
son étendue. On ne savait pas grand-chose à son sujet. Et c'est pour ça qu'ils ont eu l'impression de mentir petit. Voilà. Mais en réalité, non. En réalité, jusqu'à maintenant, c'est un problème. L'ISS, on peut suivre l'ISS en ligne. Elle est à 400 km, l'ISS. Seulement 400 km. La Lune, c'est 400 000 pratiquement. C'est pas le même ordre de grandeur du tout, du tout, du tout. Le seul humain qui est parti au-delà de l'orbite basse de la Terre, donc de 500, 600 km, c'est les missions Apollo qui ont été à 400 000 km. On n'a rien entre deux, quoi. Donc là, c'est un petit peu, ouais, ça colle pas. Et ça, d'ailleurs, c'est un point intéressant, c'est que tous les astronautes qui seraient allés sur la Lune sont tous morts en bonne santé. Pour ceux qui sont morts, beaucoup sont encore vivants. Mais ça fait des grands vieillards. Or, cette question de la ceinture et des radiations pourrait faire penser qu'il pourrait y avoir des lésions, des cancers, des problèmes. Or, a priori, ce sont des gens qui se portent extrêmement bien. Oui, Tant mieux oui, pour oui, eux. j'ai fait la liste. Ah oui, tant mieux pour eux. J'ai fait la liste dans le premier tome. J'ai pris tous les marcheurs de la Lune et j'ai fait le bilan. Bon, pour ceux qui étaient morts, ils étaient morts à des âges canoniques. On a assez rarement des gens qui sont morts à 50, 60 ans, des fois même par accident. Mais pour la majorité, aller sur la Lune semble être rajouter de la longévité, en fait. Mais donc, sur cet aspect de spectacle qui m'intéresse, parce que j'ai envie de dire, bon, on l'a, voilà, les États-Unis font un show. D'ailleurs, on le voit bien. On a dit c'est Disney avec Van Braun, mais même ce qu'ils font, par exemple, envoyer des rovers, jouer au golf, ça semble assez naturel hein, d'envoyer un rover sur Mars. On l'a fait. Il faut explorer. Pour explorer, envoyer une machine qui roule, ça semble assez logique. Mais ce qu'on perçoit de ces missions, par exemple avec le rover sur la Lune, c'est essentiellement, on descend une sorte de Jeep, mais pour faire des petits tours, des dérapages. Pareil, on prend des clubs de golf pour jouer au golf. On ne voit pas tellement l'intérêt, disons, scientifique. On cherche à on a l'impression qu'on cherche à montrer quelque chose plus qu'à réaliser quelque chose. C'est ça. On est dans le montrer, dans le paraître. Et en fait, ce qui est drôle avec cette histoire de club de golf, c'est qu'à l'époque, pour cette mission en particulier, comme elle allait soi-disant atterrir près d'un cratère, il y a des scientifiques qui ont demandé à la NASA de leur ramener des pierres, des échantillons lunaires de ce cratère. Pourquoi? Parce que comme le cratère eh bien, correspond à des roches qui sont profondément dans la Lune et qui sont expulsées vers la surface lors d'un impact météorite, eh bien, ça donne une idée, ça explique comment est la Lune à l'intérieur. Ça donne des éléments vraiment importants par rapport aux roches qu'il y a à la surface. Eh bien, ces astronautes de la NASA, ils sont partis donc sur la Lune, comme ils disent, ils ont joué au golf, mais ils ont oublié de prendre les pierres. Ils n'ont pas pris de pierres. Parce que, bon, voilà, eux, leur théorie, c'est ils ont oublié. Ma théorie à moi, puisque vous n'étiez pas sur la Lune et on vous a demandé des pierres extrêmement spécifiques, vous ne pouviez pas les ramener, donc on dit, bon, on a oublié. Voilà. Mais il faut beaucoup de crédulité pour croire l'histoire Apollo. Parce que quand on commence à regarder dans le détail, moi je suis critiqué par beaucoup de gens qui m'avancent des fois des arguments, et ces arguments ont été détaillés dans des chapitres entiers de mes livres, et je sais qu'ils n'ont pas lu les livres, parce que s'ils les avaient lus, ils ne seraient pas en train d'avancer sur ces arguments-là. Comme les gens, oui, oh, il y a Aldo, il y a quand même des panneaux réflecteurs sur la Lune, c'est la preuve. S'ils avaient lu les livres, ils ne seraient pas en train de parler de panneaux réflecteurs. Il y a aussi des gens qui parlent, oui, bon, la Chine, l'Inde, ils sont partis, machin. Sincèrement, je dis aux spectateurs qui croient aux histoires de la Lune, ne ramenez pas dans un débat la Chine et l'Inde, s'il vous plaît, parce que vous allez vous ramasser. Je vais vous dire pourquoi. La Chine et l'Inde sont partis avec des sondes et ont découvert en très peu de temps des choses extraordinaires sur la Lune, sur la Terre lunaire, sur le rayonnement qui frappe la Lune, sur la composition des roches, sur même l'atmosphère lunaire, oui, parce qu'elle a une atmosphère, que les Américains n'ont même pas vu alors qu'ils jouaient au golf là-bas. Les mecs sont là-bas, ils jouent au golf, ils ont une bagnole, ils envoient des gens sans arrêt. Ils ne voient pas des choses que les Indiens, que les sondes indiennes, les sondes chinoises voient du premier coup. Parce qu'à l'époque, la NASA a décrit la Lune, non pas telle qu'elle était, mais telle qu'on pensait qu'elle était dans les années 60. Voilà le truc. Et ça, c'est quand même la grande preuve quand même d'un mensonge.
Mais si on reste sur cette question de l'apparence, parce que en réalité, la, la preuve, c'est essentiellement les images aujourd'hui. Ouais. Si on veut. Bah, parce que en fait, on revient toujours à cette question, c'est quoi les autres preuves vraiment de la véracité des missions Apollo, c'était en entier, c'est-à-dire on a envoyé des hommes et on est revenu. Il y a cette question des pierres, mais on a vu que il y a déjà des pierres qui ont été démontrées comme étant d'origine terrestre, du bois. Hmm. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme preuve On, à on a l'appui des de cette vidéos, affirmation extraordinaire? on a des vidéos, mais quand on regarde les vidéos, elles sont fausses, les vidéos. En fait, tout simplement pour simuler l'apesanteur sur la Lune, on a pris des vidéos. Je peux le faire ici, je peux tourner ici autour de vous, ralentir autour de la piscine, je peux ralentir les images de 2,5 avec un facteur de 2,5. Donc, je réduis la vitesse à 40%, et là, on a l'impression que je flotte. Par contre, là où ils se sont gourés, enfin, ils savaient, mais ils n'avaient pas le choix, c'est que si je commence à courir autour de la piscine et je sautille et je réduis le film, vous allez voir une chose, mais une chose que vous n'allez pas voir. Vous allez voir que je reste longtemps en l'air, donc vous allez voir l'impression que je flotte, que la gravité est faible, mais voici où sera le problème. Vous allez voir que je ne monte pas plus haut. Et oui, parce que sur la Lune, le saut, c'est pas seulement qu'il est plus lent, mais il va plus haut aussi, à toute chose égale. Ben oui, c'est la gravité plus faible. Et bien quand on les regarde sauter sur la Lune, ils montent pas plus haut que s'ils étaient sur Terre. En fait, c'est tout simplement des images tournées en studio qui ont été ralenties. Et il y a plein de petits détails de trucage qu'on voit sur les vidéos, qui sont d'ailleurs de tellement épouvantable qualité que c'est très dur de les étudier. J'en étudie une en détail de manière programmatique dans le deuxième tome, et j'explique comment je la démonte image par image, et effectivement, elle porte des traces claires d'un film qui a été tourné sur Terre et après ralenti pour donner l'impression d'apesanteur. Mais il n'y a pas de preuve. Il y Il a y a des une gens qui ont phrase qui tenté de prouver. m'intéresse. Il n'y a pas. Oui, Il n'y a pas. bah, en fait, dans tout ce sujet, enfin, vraiment, moi, c'est ma position à titre personnel. C'est-à-dire que, à la limite, j'en sais rien. C'est certainement vrai, c'est peut-être faux. Mais en tout cas, la qualité de preuve à l'appui de l'affirmation me semble à tout le moins limitée. C'est-à-dire que oui, on a des images, mais d'une part, vous l'avez dit, elles sont de piètre qualité. Et en plus, enfin, c'est ce que je voulais citer là dans votre livre. Il y a ce passage qui m'intéresse beaucoup. Vous dites la résistance psychologique vient donc à cette question de la Lune vient de la question suivante. Mais alors, si les Américains nous ont menti sur Apollo, ils ont menti sur quoi encore? La réponse est simple. Ils ont menti sur tout le reste. Alors, je vous laisse maître de cette affirmation. Moi, mon raisonnement, ça a été exactement l'inverse. C'est les Américains ont tellement menti sur tellement de choses. On a parlé de l'Irak, mais sur d'autres choses. Euh, que pourquoi je les prends, j'apporterai du crédit sur ce dossier en particulier. Or, sur ce dossier en particulier, la preuve essentielle, ce sont les images. Or, les images, ça ne vaut que si l'émetteur est de bonne foi. Donc, ça me semble très léger. Alors après, on va me dire, oui, mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui étaient au courant, qui ont menti, etc. D'une part, bah, pas forcément. Le secret, il peut être conservé par peu de personnes. Et en plus, si on regarde l'histoire, les Américains sont très forts. Ils sont très forts dans beaucoup de domaines. On l'a dit, le spectacle, c'est quand même le pays d'Hollywood, c'est le pays de Disney, et on l'a dit qui a collaboré hein, avec Van Braun, mais c'est aussi le pays du secret. La bombe atomique a été développée dans le secret. L'opération Overlord, donc le débarquement du 6 juin 1944, c'est la plus grosse opération aéronavale de l'histoire, de toute l'histoire de l'humanité. C'est un secret extrêmement bien gardé. Donc, oui, les Américains sont très forts, ils savent faire des choses extrêmement bien, notamment le spectacle, et aussi des opérations de grande envergure secrètes. Euh, voilà, donc il est possible qu'ils aient menti, or ils ont l'habitude du mensonge. Ça fait quand même beaucoup de choses
qui nous fait dire, enfin, en tout cas qui me fait dire, apportez-nous des preuves suffisantes à l'appui de votre affirmation extraordinaire. Et en tout cas, vous, Aldostérone, vous en démontez un paquet. Est-ce que, disons, pour rigoler un peu en fin d'émission, vous pouvez nous donner 2-3 exemples pour vous qui vous semblent, dans ce deuxième tome sur Apollo, qui vous ont le plus marqué ou qui vous semblent peut-être plus grossiers que d'autres à partager avec les auditeurs? En fait, oui, dans ce tome, j'ai démonté les vidéos. J'ai démonté les vidéos parce que dans le premier tome, je parlais surtout des images. Donc là, j'ai analysé les vidéos et j'ai découvert effectivement qu'il y avait des anomalies dedans. En particulier, quand on voit que avec le ralentissement des images, le saut va durer plus longtemps, mais il ne va pas plus haut nécessairement. Donc on voit bien que la gravité, elle, n'a pas changé. J'ai découvert aussi que cette histoire, on nous dit tous les scientifiques peuvent envoyer un laser sur la Lune et recevoir le retour de la part de ces réflecteurs, eh bien ça c'est faux, c'est pas vrai du tout. Il y a même un document scientifique qui vient de l'École polytechnique fédérale de Zurich, le PFZ, qui explique qu'on n'est pas sûr d'avoir un jour touché ces réflecteurs. Moi, je pense que potentiellement ces réflecteurs existent, hein, parce que comme ils sont capables d'envoyer des objets sur la Lune et ailleurs, ils ont dû envoyer des réflecteurs sur la Lune, mais on n'a pas la preuve aujourd'hui que qui que ce soit ait réussi à choper au laser un de ces réflecteurs. Et les lasers capables d'aller sur la Lune sont extrêmement rares. Il y en a pas beaucoup. Donc il y a ça. Il y a aussi, je creuse plus loin aussi la culture du secret, où j'explique, par exemple, comme vous l'avez dit, avec la bombe atomique, il y a plus de 100 000 personnes travaillées dessus. La majorité des gens qui travaillaient dessus ne savaient pas sur quoi ils travaillaient, déjà. Donc, ce n'est pas 100 000 personnes qui savent, c'est vraiment un groupuscule qui sait. On a une structure pyramidale, les gens n'ont pas le droit de poser de questions, c'est cloisonné, il y a une police, il y avait une police à la NASA, il y a une police avec des pouvoirs très étendus pour chercher les fuites, ceux qui peuvent commettre des fuites, les saboteurs, les espions, les voleurs. Donc, il y a un véritable service de contre-espionnage. Les époux Rosenthal, dans les années 50, ils ont fait quoi, les époux Rosenthal? C'était des époux qui travaillaient dans le programme de la bombe atomique américaine. Ils ont transféré des données, des informations à l'URSS. On les a chopés. Ils ont fini comment? Ils ont été exécutés. Pourtant, les informations qu'ils ont transmises n'étaient pas... Parce que ce n'étaient pas des gens qui étaient très haut placés dans l'organigramme. Hein. Ils n'avaient pas accès à des informations, on va dire, extrêmement confidentielles. Le dégât était très limité. Mais ils ont été exécutés, les deux, la femme et même le pape a tenté d'intervenir pour eux. Einstein a tenté d'intervenir en disant, s'il vous plaît, c'est bon, ils n'ont pas fait assez pour mériter la mort. Ils ont été exécutés. Donc, quand votre employeur est capable de vous exécuter pour une indiscrétion, c'est pas vous appeler devant les prudents, enfin devant les ressources humaines et vous licencier et tout. Non, non, pour faute grave. Il est capable de vous envoyer sur la chaise électrique. Vous réfléchissez à 2 fois avant de poser des questions. Il s'agissait pas seulement de... Le problème, quand on travaille pour l'État américain dans des programmes secrets, ce n'est pas révéler ce qu'on sait, ne serait-ce que poser la question. Parler à son voisin de ce qu'on fait. L'ouvrir dans un magasin, dans une fête, dans un pub, dans un café. On se fait ramasser, on se fait arrêter et on finit en prison. Donc, il y a une culture du secret qui est extrêmement, extrêmement forte. Les gens ne se posent pas de questions. Ils ont un badge, ils vont dans leur secteur, font leur boulot, rentrent chez eux. À la moindre question, la police débarque. Donc, c'est vraiment un domaine extrêmement pointu chez les Américains. La capacité de garder le secret. Quand ils ont kidnappé Maduro, ils ne savaient pas, hein, il n'a pas vu venir. Il n'y a personne qui est venu à la télé dire oh oui, Maduro, on va le kidnapper, moi je travaille pour l'État américain, j'ai appris. Non, on l'a appris à la télé. Et il y a plein de choses qu'ils sont capables de faire. Et je vais dire un truc très important. On ne peut pas dormir tranquille en se disant ah ben les États, ils ne peuvent pas conspirer parce qu'ils sont chroniquement incapables de garder un secret. Si l'État américain ou l'État français ou autre tentait de conspirer, vous savez quoi? Dans l'heure, on aurait quelqu'un qui viendrait à la télévision nous le dire. Non. L'État peut conspirer, les entreprises peuvent conspirer. Pendant des années et des années, personne ne vient à la télé le dire. L'affaire du Dieselgate, ça a duré combien? Des années, 750 000 véhicules impliqués. Plus. Je ne me rappelle même plus le nombre de véhicules, énorme.
des centaines de milliers de personnes qui travaillent pour le groupe Volkswagen. Personne n'est venu à la télévision le dire. Pourquoi? Je vous pose la question. Voilà. Le secret. C'est une science de garder le secret. Il ne faut pas croire que ça va juste venir sortir à la télé. Non, mais c'est important ce que vous dites, c'est une science de garder le secret et en tout cas c'est un art d'État et c'est un art consommé chez les Américains en tout cas. Pas que d'ailleurs. Il y a un point moi qui m'a intéressé aussi dans votre livre, c'est sur vous dites à juste titre, me semble-t-il, le critère l'un des critères scientifiques, c'est la reproductibilité de l'expérience. Or, dites-vous, bah, on n'a pas reproduit ces allers-retours avec des êtres humains sur la Lune depuis les années 70, et même on n'a plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a plus les plans, on n'a plus les choses. C'est-à-dire qu'à la limite, on aurait pu dire, bon, bah, vous les Russes, vous les Chinois, vous les Indiens, vous les Français, je ne sais quoi, tenez, on vous donne les plans de notre fusée Saturne, de notre LEM, vous savez faire, hop, vous refaites la fusée comme on a fait, et puis vous y allez si vous voulez. Non, on n'a plus les plans, et deux, on n'a jamais recommencé. Et même des puissances pas de second ordre, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Europe, comme le Japon, je ne sais, comme le Brésil, et surtout comme les États-Unis, n'ont pas recommencé, alors qu'on a des puissances de calcul, on a même une puissance technologique qui est plus importante aujourd'hui. Donc ça devrait être plus facile aujourd'hui que dans les années 60 ou 70. Or, on ne l'a pas refait. Donc cette non-reproductibilité de l'expérience conduit à penser, en tout cas, tant qu'on ne l'a pas reproduite, cette expérience, on ne peut pas en dire grand-chose à tout le moins. C'est vrai, c'est vrai. Le jour où on la reproduira, eh bien, on aura un retour d'expérience qui nous permettra a posteriori de comparer avec les missions Apollo et puis tirer des déductions encore plus solides sur ces dernières. Mais pour le moment, effectivement, ça n'a pas été reproduit. Les Soviétiques, quand ils ont menti sur, je le dis dans le livre, quand ils ont menti sur Gagarine, parce que Gagarine n'est probablement pas le premier homme dans l'espace. Ils ont un petit peu tordu le cou à la réalité. Il y a pas mal d'anomalies. C'est peut-être le premier qui est revenu vivant, disons. Peut-être le premier qui est revenu vivant. Je pense qu'ils ont perdu du monde aussi. Il paraît qu'ils ont perdu du monde avant lui. Donc, quelque part, les Russes, si vous voulez, ils mentaient petit. Ils poussaient pas le mensonge jusqu'à arriver chez Tintin. Donc, ils ont voulu être les premiers dans l'espace, en orbite. Ils ont sorti l'histoire de Gagarine, qui a été racontée plusieurs fois par eux en changeant de version. Donc, il y a bien une version qui est vraie, une version qui est fausse. Sinon, elles sont toutes fausses. Genre, par exemple, à sa tradition, l'URSS n'a annoncé les missions que à la fin, quand elle se conclut. Hier, on a fait, ou aujourd'hui, on a quelqu'un, mais jamais avant. Comme ça, s'il y a un échec, ils ne vont pas en parler. Or, Yuri Gagarin dit qu'il a atterri dans une région totalement perdue de l'URSS, et là, il y a des ouvriers qui sortent d'une ferme modèle, qui courent vers lui et qui disent « Ah, camarade Yuri, qu'ils le reconnaissent. » Mais ils l'ont reconnu comment? Il y a des détails comme ça. Comment il est sorti de sa cabine? Alors, des fois, ils disent « Ouais, il a sauté en parachute. » Des fois, non, il n'est pas sauté en parachute, il est descendu avec, et tout ça. Donc, il y a des histoires qui ne collent pas. Aussi, il n'y a pas de photo dans l'espace de Yuri Gagarin. Donc, il part pour nous faire de la propagande. Moi, je veux bien, mais au moins, prends un appareil photo avec toi, quoi. Donc là, il n'y a pas d'appareil photo. Donc, il y a des histoires comme ça, des éléments qui font que... Mais sauf que les Russes, ils ont dit, on a été en orbite basse, c'est tout. Donc, mettons que Gagarine, c'est un mensonge. Bon, c'est pas grave. 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, ils ont envoyé notre gars, pour de vrai cette fois-ci. Les Américains, eux, ils se sont dit, on va mentir pareillement. On va dire, on a été sur la Lune, sachant que de toute façon, d'ici quelques années, ça se fera. Et on aura été les premiers, c'est tout. Sauf qu'ils ont menti tellement gros que voilà, 60 ans plus tard, on attend toujours la reproduction. Et ça n'a pas été reproduit. Et donc, chaque année qui passe, bon, là, on est en 2026, chaque année qui passe, ça commence à devenir lourd, quoi. Mais je voudrais te dire une chose, et je vous laisserai conclure là-dessus, si vous voulez, Aldostérone. Parce que dans ce dossier, ce qui m'intéresse, je vous dis, je mets même la réalité ou pas de la chose de côté. Mais ce qui m'intéresse, c'est que souvent les gens nous disent oui, mais c'est trop gros, ça serait trop énorme. Mais en fait, l'énormité du mensonge n'est pas un argument pour dire
c'est trop gros, donc c'est pas possible. Prenez l'URSS. On parlait de l'URSS. L'URSS a exterminé des millions de gens, a envoyé des gens au gulag par millions. Le régime nazi a exterminé des millions de gens. L'être humain, dans ces régimes politiques les plus fous, est capable de monstruosité. Les Américains ne sont pas moralement supérieurs aux autres êtres humains. Et à la limite, j'ai envie de dire, si eux, leur monstruosité, c'est juste un énorme mensonge, comparé aux crimes nazis et aux crimes soviétiques, c'est pas grand-chose. Si leur crime à eux, c'est le mensonge de la Lune, franchement, à tout prendre, je préfère les Américains qui mentent sur la Lune que les nazis qui exterminent des millions de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Oui, l'être je humain vois. est capable de trucs horribles et monstrueux. Donc, il est capable de mentir aussi. Je veux dire, l'énormité du mensonge n'est pas un argument pour dire que c'est énorme, donc c'est pas possible. Staline disait, on tue une personne, c'est un meurtre. 1 million, c'est une statistique. En fait, quand ça devient énorme, ça devient impensable. Et comme c'est impensable, on peut commencer à faire ces choses justement parce qu'elles sont impensables. Ce que je veux dire, c'est pas tellement croyez la Lune ou pas, lisez le livre d'Aldostérone, vous vous ferez une idée. Mais c'est en fait les choses parfois peuvent sembler énormes, mais c'est pas parce qu'elles semblent énormes qu'elles sont impossibles. Et encore une fois, je préfère les Américains qui mentent sur la Lune à des nazis ou à des communistes qui exterminent des millions de personnes. C'est nettement moins grave. Mais ça n'en reste pas moins possible qu'ils aient menti là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, non, je vois, c'est un petit crime s'ils ont menti sur la Lune. Bon, ils ont pris de l'argent, ils ont englouti des milliards, et puis voilà, ils ont ventilé sur autre chose, ils ont fait peut-être des programmes secrets avec ou autre, bon, voilà. Ou bien ils ont tout simplement gaspillé, hein, c'est pas, ça se trouve, ils arrivent à la fin des années 60, il y a plus de sous, il y a plus rien, mais bon, on a des caméras, on a des gars motivés, tout ça. On va travailler ensemble, c'est tout. Donc, je pense qu'il faut toujours rester le. Moi, aujourd'hui, avec les États, c'est très simple. Surtout depuis le Covid, il y a une accélération dans ma tête par rapport à ces choses-là. Aujourd'hui, quand un État me dit quelque chose, je veux la preuve. C'est tout. Je ne demande rien d'autre. Preuve. Comme on dit dans les réseaux sociaux, quelqu'un prétend avoir fait telle ou telle chose, on lui dit photo, ce n'est pas arrivé. Donc moi, c'est pareil. Photo, ce n'est pas arrivé. Et plus c'est extraordinaire comme déclaration, plus l'exigence, donc le degré de preuve va augmenter hein, exponentiellement avec. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est pour ce qu'on nous a dit hier, Apollo et autre chose, et ce qu'on nous dira dans le futur. C'est pareil, j'ai une attitude comme ça, une attitude, parce que je sais qu'aujourd'hui, tout simplement, c'est ceux qui nous dominent quelque part, hein, les forces qui nous dominent, les forces de l'argent, les forces du pouvoir, c'est eux qui ont la capacité d'écrire le narratif. Nous, on n'écrit rien du tout. Nous, on le subit. On le subit, on est sommé d'y croire. Donc, moi, tout simplement, je sais que le narratif qui est poussé vers moi n'est pas poussé dans mon intérêt. Je sais que ce narratif-là existe pour m'inciter à faire des choses qui vont contre mes intérêts personnels, contre les intérêts de ma famille, de mon pays. Donc, je fais très attention. Voilà, c'est tout. Je voulais vous lire une petite phrase de Guy Debord quand même dans les commentaires sur la Ouais, avec société du plaisir, bien spectacle. sûr. Il disait, le secret domine ce monde et d'abord comme secret de la domination. Selon le spectacle, le secret ne serait qu'une nécessaire exception à la règle de l'information abondamment offerte sur toute la surface de la société, de même que la domination, dans ce monde libre du spectaculaire intégré, se serait réduite à n'être qu'un département exécutif au service de la démocratie. C'est intéressant, Guy Debord, hein, donc dans la Société du spectacle, je vous rappelle, qui nous dit dans le monde parfaitement renversé, le vrai devient un moment du faux. C'est écrit en 1967, la Société du spectacle, 2 ans avant le programme Apollo, ouais. l'albumissage, hein, et donc la mission de Armstrong et autres sur la Lune. Voilà ce que disait Guy Debord 2 ans avant, à méditer en tout cas, parce que oui, le mensonge est devenu un instrument du pouvoir. Donc encore une fois, chers amis auditeurs, et c'est là où le livre d'Aldostérone, les 2 livres, hein, sont vraiment salutaires. Encore une fois, quoi qu'on pense du fond, c'est de se dire, attendez, c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est vrai, et demander voilà, des preuves à la hauteur de l'affirmation. Et encore une fois, même si on nous traite de complotistes, prenons à la limite
Mais c'est eux là qui affirment, hein. Donc à eux de prouver ce qu'ils disent. Et je dois dire que pour ma part, et ça n'engage que moi, que je suis réservé quant à la qualité des preuves. Absolument, absolument. C'est très important d'exiger ces preuves-là. Et honnêtement, ce livre, c'est pas seulement, et ce qui m'intéresse, c'est pas seulement Apollo, c'est aussi démonter les mécanismes et offrir au lecteur des mécanismes, des outils d'analyse qui finalement peuvent être appliqués à tout. Toute version étatique, toute version d'une banque, d'un politique, d'un homme de pouvoir, eh bien, on peut utiliser ces outils intellectuels pour la démonter, ou l'évaluer en tout cas. Eh ben, écoutez, ça me semble être un sage conseil en tout cas. Je vous remercie beaucoup, Aldostérone, d'avoir accepté mon invitation. Je renvoie à ce livre, hein, On n'a jamais marché sur la Lune, les questions interdites d'Aldostérone, au premier qu'on avait déjà évoqué il y a un peu plus d'un an, à vos différents canaux YouTube. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu. C'est pour votre chaîne Aldostérone Aviation, qui est une très bonne chaîne que je recommande à nos auditeurs. Mais vous faites vous avez d'autres sujets d'intérêt, plus économiques, plus professionnels. Moi, c'est plus par le biais de l'aviation que je vous ai connu et que je vous suis régulièrement sur YouTube et que je suis aussi vos pérégrinations. Je vois que vous êtes installé depuis quelques temps maintenant dans des Ouais. contrées attrayantes, j'ai l'impression. On voit les palmiers derrière vous. Voilà, je suis à l'île Maurice, là je suis dans l'hémisphère sud, il fait 30 degrés ici, nous sommes en été, c'est pour ça que là je suis installé dehors, il fait un peu plus frais qu'à l'intérieur, malgré la clim, le climatiseur a de la peine avec la chaleur que nous avons ces derniers temps, mais j'ai voulu m'extraire un petit peu de l'empire du mensonge, à un moment donné je vivais au Royaume-Uni, et à un moment donné il fallait que je me protéger ma santé mentale, protéger ma famille, et puis partir et vivre selon mes propres termes, selon mon propre choix. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt, j'espère, Aldocéron. Merci encore. Merci Alexandre, à très bientôt. Est-ce qu'on est tout bon? C'est tout bon pour nous. Super. Parfait.